La lumière d'hiver s'infiltrait à peine dans la maison silencieuse de Tournon. Les rideaux restaient tirés comme pour tenir à distance un monde qu'il ne comprenait plus. Assis devant la fenêtre, Gérard Depardieu observait la campagne endormie, le regard perdu dans un horizon sans fin. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'il versait son café. Le bruit du liquide dans la tasse rompait un silence dense, presque sacré, celui des fins de vie où chaque geste devient mémoire. À 83 ans, l'homme qui ava devant cette fenêtre, l'ogre s'était fait ermite. Le monstre sacré du 7e art vivait désormais dans une forme d'exil intérieur. Son visage, buriné par les excès et la tendresse, portait la trace du temps. Ses yeux, autrefois pleins de feu, reflétaient désormais une douce fatigue. Il parlait peu, riait rarement. Pourtant, il suffisait qu'une chanson de Jacques Brel ou la voix de Barbara s'élève à la radio pour que son regard s'humidifie. Ce n'était plus la gloire qu'il cherchait, mais la paix. Un soir, un ami de longue date, venu lui rendre visite, lui demanda s'il regrettait quelque chose. Gérard baissa la tête, fit tourner lentement son verre et murmura « J'ai joué des rois, des fous, des dieux, mais je n'ai jamais su être un homme simple. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme une confession tardive. Car derrière la légende, il y avait la solitude, l'enfance rude, les blessures qui ne cicatrisent jamais vraiment. Ces dernières années, Depardieu ne cherchait plus à séduire ni à se défendre. Il cherchait à comprendre comment un homme peut survivre à tout, à la gloire, à la chute, à lui-même. Dans ce silence retrouvé, il semblait mener sa dernière quête, celle de la vérité sur lui-même, non pas celle de l'acteur, mais celle de l'enfant qu'il avait été. Car avant de devenir le colosse du cinéma, il y avait eu un garçon fragile, perdu dans les ruelles d'un quartier ouvrier de Châteauroux. Né en 1948 dans une famille de modestes, Gérard grandit dans une maison sans confort, au milieu des cris et des silences. Son père, René, ouvrier ferrailleur, parlait peu et buvait beaucoup. Sa mère, Lilette, épuisée par les dettes, portait la lassitude des femmes qu'on oublie. Le petit Gérard n'avait ni jouet ni tendresse, mais une imagination débordante. Il fuyait l'école, la maison, tout ce qui lui rappelait qu'il n'était rien. Très tôt, il apprit la loi de la rue, frapper avant d'être frappé. À 12 ans, il volait des bicyclettes. À 13, il dormait dehors. À 14, il avait déjà connu la prison pour mineurs. Mais ce chaos allait devenir sa matière première. J'ai grandi dans la honte. Alors j'ai appris à être plus grand que ma honte, confiera-t-il plus tard. Cette rage de vivre, cette faim d'absolu, naquirent là, dans la pauvreté et le rejet. Il ne rêvait pas de gloire, mais de liberté. Une liberté brute, indomptée, qui plus tard séduirait les caméras du monde entier. Un ami de Châteauroux lui proposa un jour de monter à Paris. Gérard n'avait rien à perdre. Il y alla sans but précis, sans savoir qu'il portait déjà en lui la puissance d'un acteur. À Paris, il erra, observa, écouta. Par hasard, il accompagna un camarade à un cours de théâtre. Le professeur, frappé par cette gueule, cette présence animale, lui lança « Toi, tu ne joues pas, tu vis ». Ces mots furent une révélation. Pour la première fois, quelqu'un voyait autre chose que le voyou. Quelqu'un voyait l'homme. L'enfant perdu de Châteauroux venait de rencontrer son destin. La gloire n'arriva pas à Gérard Depardieu comme un cadeau, mais comme une déflagration. Dans les années 1970, il surgit sur les écrans comme une force primitive. Ce n'était pas un acteur parmi d'autres, c'était la vie à l'état brut. Le public, habitué aux visages lisses et aux postures apprises, découvrit un homme venu d'ailleurs, un mélange d'ange et de brute, de tendresse et de rage. Avec les valseuses de Bertrand Blier, en 1974, il explosa littéralement. On le regardait, on ne pouvait pas l'oublier. Chaque geste, chaque regard semblait porter la vérité du monde ouvrier, de la rue, de la chair. Depardieu n'était pas une fiction, il était la France réelle. Le film fit scandale autant qu'il révéla un phénomène. La critique parlait d'un orage, d'un corps incandescent, d'un homme impossible à dompter. Dès lors, les plus grands réalisateurs se le disputèrent. Truffaut, Piala, Duras, Ferreri, Resnais. Tous voulaient capturer cette bête de cinéma, ce visage où la beauté et la laideur cohabitaient sans filtre. Dans Danton, il incarna la révolution avec un feu mystique. Dans Cyrano de Bergerac, il devint la poésie, la blessure, le panache. Lorsqu'il lança le fameux « C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap », la salle entière retint son souffle. Aucun acteur ne paraissait posséder une telle humanité. Depardieu ne jouait pas, il confessait. Mais derrière les triomphes, la fissure grandissait. L'enfant de Châteauroux n'avait jamais appris à se protéger. L'amour du public le grisait autant qu'il l'effrayait. Il buvait trop, aimait trop, vivait trop. Les excès étaient pour lui une manière de tenir debout. « Je ne joue pas pour être aimé, disait-il. Je joue parce que j'ai peur de disparaître. » Et cette peur, il la transformait en énergie. Sur les plateaux, il brûlait tout. La scène, les nerfs, le temps. Ses partenaires l'admiraient autant qu'ils le craignaient. Isabelle Adjani parlera plus tard d'un homme volcan, Piala d'un acteur que personne ne peut diriger.
Les années 1980 et 1990 furent de son apogée. Jean de Florette, Camille Claudel, Le Dernier Métro, Germinal, dans chacun de ses films, Depardieu portait la France sur ses épaules. Il devint un symbole national, le visage d'un cinéma populaire et noble à la fois, sensuel et intellectuel. On le comparait à Gabin, à Brando. Il rejetait ces comparaisons. « Je ne veux pas être une statue, je veux rester vivant. » Et vivant, il le fut, parfois trop. Les récompenses, les honneurs, les tapis rouges ne suffisaient pas à combler le vide qu'il traînait en lui depuis l'enfance. Chaque tournage ressemblait à une bataille contre lui-même. Les producteurs parlaient d'un génie imprévisible, capable du sublime comme du chaos. Il pouvait arriver ivre, exploser de colère, puis livrer la scène la plus bouleversante de sa carrière. Le cinéma devenait un champ de bataille où il cherchait la vérité, quitte à s'y brûler. Lorsqu'on lui reprochait ses excès, il répondait « On veut que les acteurs soient sages, mais un acteur sage, c'est un acteur mort ». Les journaux ne parlèrent plus seulement de son talent, mais de ses provocations, de ses colères, de ses amours. On racontait tout, les nuits blanches à Saint-Germain, les repas gargantuesques, les disputes homériques sur les plateaux. Pourtant, au fond, il n'y avait là que la solitude d'un homme qui ne savait pas s'arrêter de vivre. Ses amis le disaient, capable d'aimer à la folie et de tout détruire le lendemain. C'était cela Depardieu, l'excès dans chaque souffle. Mais cet excès était aussi sa poésie. Quand il riait, la pièce s'emplissait. Quand il pleurait, le silence devenait religieux. Il ne séparait jamais l'homme de l'acteur. « Je ne sais pas où finit le rôle et où je commence », disait-il. Sur le tournage de Sous le soleil de Satan, Maurice Pialat racontera qu'il l'avait vu jouer une scène de colère si vraie qu'il en avait eu peur. Il se battait avec ses démons devant la caméra, dira-t-il. Cette authenticité totale, parfois destructrice, fit de lui un mythe vivant. Pourtant, la célébrité est un piège cruel. Derrière les lumières, Depardieu sentait monter une lassitude. Il se méfiait du succès, des regards, des mots. Un soir, après la projection d'un de ses films à Cannes, il quitta le palais des festivals, prit une ruelle sombre et dit à un journaliste « On croit que la gloire est claire. En vérité, elle brûle. » Cette phrase résumait tout. La gloire, pour Gérard Depardieu, ne fut jamais un triomphe, ce fut une malédiction magnifique. Chaque rôle creusait davantage le sillon de ses blessures. Chaque applaudissement rappelait à l'enfant perdu qu'il restait seul, malgré tout. Et pourtant, il ne pouvait pas s'en passer. Le cinéma était devenu sa respiration. Sur scène ou à l'écran, il cessait de fuir. Il devenait autre, et c'était dans cet autre qu'il trouvait enfin la paix. Mais cette paix ne durerait pas. Car au tournant des années 2000, la légende allait commencer à vaciller, lentement, douloureusement. Le corps du colosse fatiguait, les excès d'hier présagèrent les blessures de demain. Le siècle avait changé, et avec lui le regard sur les hommes. Gérard Depardieu, lui, demeurait massif, indomptable, mais fatigué. Les années 2000 marquèrent le début d'une lente descente, non pas brutale, mais sourde, presque imperceptible, comme la mer qui ronge lentement les falaises. Le corps qui avait incarné la vigueur, la passion, la démesure, commençait à trahir. La voix s'alourdissait, le pas se faisait plus lent, et dans ses yeux, on voyait poindre une mélancolie nouvelle, celle de l'homme qui a tout vécu et qui sent le temps le rattraper. Il continua pourtant à tourner, non plus par désir, mais par besoin. Le cinéma restait son oxygène, son refuge contre le vide. Sur les plateaux, il semblait flotter entre deux mondes, celui d'hier, fait de chair et de verbe, et celui d'aujourd'hui, lisse, aseptisé, dominé par les écrans et le calcul. Il répétait souvent « Le cinéma que j'aime, c'est celui qui transpire ». Aujourd'hui, il ne transpire plus. Ce qu'il appelait « transpiration », c'était l'humanité, la vérité brute, le souffle. Mais ce cinéma-là disparaissait, remplacé par des productions formatées où il ne se reconnaissait plus. Il en souffrait comme on souffre d'un amour perdu. Dans les couloirs des studios, les jeunes techniciens chuchotaient « Il n'est plus le même ». Ce n'était pas vrai. Il était encore lui-même, mais le monde, lui, avait changé. L'homme qui incarnait la France populaire se retrouvait étranger dans un pays où tout semblait désormais filtré, policé, surveillé. Il parlait trop fort, pensait trop librement. Ses mots crus, souvent arrachés à la colère ou à la nostalgie, furent sortis de leur contexte, amplifiés, déformés. On ne voyait plus l'homme, seulement le scandale. Le mythe se fissurait. Les médias, jadis fascinés, devinrent impitoyables. On ne lui pardonnait plus son franc-parler, ses excès, ses provocations. L'époque n'aimait plus les ogres, elle préférait les figures propres, neutres, sans danger. Depardieu, lui, continuait de vivre sans filtre, incapable de se taire. Et chaque phrase devenait un procès. Blessé, lassé, il prit la fuite. Non pour fuir la France, mais pour retrouver un peu d'air. Il s'installa un temps en Belgique, puis en Russie, où il fut accueilli avec curiosité et chaleur. « Je ne veux plus appartenir à personne », confia-t-il à un ami. « Je veux disparaître avant qu'on ne m'efface. » Ses détracteurs y virent une provocation. Ses proches, eux, comprirent que c'était un cri.
Derrière l'exil, il y avait la lassitude d'un homme qui ne supportait plus d'être jugé, réduit à une caricature. Son corps, déjà usé par les excès, lui rappela ses limites. Les médecins lui parlèrent de son foie, de son cœur, de son souffle. Il répondait en riant « J'ai bu plus que mon poids, mais j'ai aussi aimé plus que ma vie. » Pourtant, la douleur était là. Il s'essoufflait vite, dormait mal. Le miroir lui renvoyait un visage qu'il ne reconnaissait plus. Les rides étaient en profonde, le regard voilé. Il avait vieilli d'un coup, comme si les décennies de démesure s'étaient soudain imprimées sur sa peau. À Paris, il sortait de moins en moins. Il préférait les longues promenades en campagne, les repas simples, les silences habités. Il lisait beaucoup. Ses compagnons de solitude s'appelaient Dostoïevski, Rimbaud, Céline, des frères d'âme, des hommes traversés par le doute et la fureur. Il disait « Ces types-là comprennent. Ils ont connu la honte, la chute, le pardon. Dans leurs mots, ils retrouvaient une forme de paix. Une paix sans gloire, mais vivante. Son rapport au monde s'était transformé. L'homme des excès devint peu à peu un contemplatif. Il regardait les arbres, le ciel, les visages. Il écoutait le silence. Il écrivit un jour dans un carnet « J'ai crié trop fort. Maintenant, je veux écouter. » Cette phrase, retrouvée plus tard sur son bureau, disait tout. Après la rage, venait le temps de l'apaisement. En 2018, il fit un malaise cardiaque qui le força à ralentir. Ce fut le premier vrai signe de fragilité. L'homme qui avait défié la mort dans tant de rôles comprit que son corps, ce vieux complice, pouvait désormais l'abandonner. Il accepta sans plainte, il ne craignait pas la mort, il la connaissait trop bien pour cela. Ce qu'il redoutait, c'était l'oubli, non pas celui du public, mais celui de soi-même quand la mémoire s'effiloche et que les visages s'effacent. Alors, il se tut. Fini les interviews, fini les provocations, il y eut seulement la respiration, la lecture, le souvenir. Il s'éloigna du bruit du monde pour préparer, sans le dire, son dernier rôle, celui d'un homme qui apprend enfin à s'aimer. Car après une vie passée à chercher la vérité des autres, Gérard Depardieu allait, pour la première fois, tenter de trouver la sienne. L'hiver 2025 s'installa doucement sur la vallée du Rhône. Dans la maison de Tournon, Gérard Depardieu vivait désormais presque en ermite. Le tumulte des caméras n'était plus qu'un souvenir lointain, un écho d'une autre vie. Les rideaux restaient souvent tirés, filtrant une lumière dorée, pâle comme une veilleuse. Le matin, il préparait son café lentement, comme un rituel. Puis il s'asseyait près de la fenêtre et observait la brume qui enveloppait les collines. Il semblait écouter quelque chose que les autres ne pouvaient de plus entendre, le murmure du temps. Il avait renoncé à la plupart de ses habitudes d'autrefois. L'alcool qu'il avait tant aimé ne l'accompagnait plus. « J'ai bu toute ma vie pour oublier que j'étais seul. Maintenant, je bois l'air et ça me suffit », disait-il en souriant. Ses journées étaient simples, presque monastiques. Quelques pages de Rimbaud, quelques lignes écrites dans un carnet, parfois une sieste au soleil. Le soir, il parlait à voix haute, comme à un ami invisible. Il n'attendait plus de réponse, seulement la compagnie du silence. Ses rares visiteurs étaient ses enfants et 2 amis fidèles. Avec eux, il évoquait son passé sans fierté ni amertume. Il parlait de sa sœur, de sa mère Lilette, de ses débuts, de ses films, de ses amours. Parfois, il s'interrompait pour murmurer le prénom de sa mère, Lilette, comme une prière. Il disait souvent « Ce que j'ai fait ne m'appartient plus. Ce qui me reste, c'est ce que j'ai aimé. » Ses amis racontèrent plus tard qu'il semblait attendre quelque chose, ou quelqu'un. Peut-être la paix, peut-être simplement la fin. En janvier, son état s'aggrava. Les médecins parlèrent d'un cœur fatigué, d'un souffle court. Il refusa toute hospitalisation. « Je suis né sans blouse blanche autour de moi. Je veux mourir pareil, déclara-t-il calmement. Sa fille Julie resta auprès de lui, veillant sur ce colosse devenu fragile. Par moments, il riait encore, entre 2 quintes de toux, en répétant « La mort, c'est juste un changement de décor. Et j'ai toujours aimé les tournages en extérieur. » Mais dans ses yeux, on voyait la fatigue immense d'un homme qui avait vécu 1000 vies. Le soir, il s'asseyait devant la fenêtre ouverte malgré le froid. Il regardait les lumières du village en contrebas. Parfois, il écrivait des phrases sur de petits morceaux de papier, qu'il déchirait aussitôt. Une seule fut retrouvée après sa mort, glissée dans un carnet. « J'ai été un homme de trop, mais aussi un homme de tout. Les derniers jours furent paisibles. Il dormait beaucoup, rêvait souvent. Ses enfants racontèrent qu'il parlait dans son sommeil, qu'il revivait des scènes de films, des dialogues anciens. Une nuit, il murmura « Cyrano, encore une fois », comme s'il répétait pour lui seul la dernière tirade d'un rôle qu'il n'avait jamais vraiment quitté. Le matin du 3 février, à l'aube, il demanda qu'on lui ouvre la fenêtre. L'air était froid, le ciel encore bleu. Il resta immobile un long moment, puis dit lentement « Tu vois, le monde est beau quand on ne cherche plus à le posséder. » Ce furent ses derniers mots. Quand sa fille entra quelques heures plus tard, il semblait dormir. Sur sa poitrine reposait un livre de Victor Hugo, ouvert au milieu d'un poème sur la liberté. La nouvelle de sa mort fit le tour du monde, mais au lieu de vacarme, il y eut un silence. Ce silence qu'il avait tant cherché. À Paris, les cinémas rallumèrent de ses films.
Cyrano de Bergerac, Jean de Florette, Le Dernier Métro. Dans les salles obscures, les spectateurs pleuraient. Pas seulement l'acteur, mais l'homme, celui qui avait tout vécu, tout brûlé, tout aimé, et sur les écrans, dans ce dernier plan où il lève la tête, le regard encore plein de vie, on aurait dit qu'il nous parlait encore « Je ne suis pas parti, j'ai juste changé d'air ». Le matin de ses funérailles, un vent léger soufflait sur Paris. Devant la Cinémathèque française, des centaines de personnes s'étaient rassemblées. Acteurs, techniciens, anonymes. Pas de décor, pas de discours, seulement la voix de Brel chantant « Ne me quitte pas » pendant que le cercueil avançait lentement sous un ciel gris. Ses proches respectèrent sa volonté. Pas d'éloge, pas de protocole. Sur le cercueil, on déposa un chapeau, un livre usé et un verre de vin rouge. Tout Depardieu tenait dans ce geste la simplicité, l'excès, la vie. Chiara Mastroianni, qu'il appelait sa fille de cœur, lut quelques lignes de son carnet. « Je n'ai pas été un homme sage, ni un homme calme, mais j'ai été un homme vivant, et cela, je ne le regrette pas. » Le silence qui suivit fut total. Chacun savait que ces mots résumaient toute sa vérité. Après sa mort, la France se tut. Il n'y eut ni polémique, ni débat, seulement une onde d'émotion qui traversa le pays. Les chaînes de télévision interrompirent leur programme, les journaux titrèrent « Depardieu, l'homme qui aimait trop la vie ». Mais au-delà des mots, c'est le silence des spectateurs qui disait tout. On ne pleurait pas seulement l'acteur, on pleurait l'époque qu'il incarnait. Celle d'un cinéma de chair et de vérité, où les émotions n'étaient pas filtrées, où les hommes osaient encore être excessifs, fragiles et libres. Dans les cinémathèques, les projections de Cyrano de Bergerac attiraient des foules silencieuses. Devant l'écran, les spectateurs retenèrent leur souffle lorsqu'il prononçait « C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap ». Et dans ce souffle, il y avait tout ce que la France avait perdu. La grandeur, la fougue, le romantisme. Depardieu, plus qu'un acteur, était devenu un miroir. En lui, chacun reconnaissait une part de sa propre humanité, brute et contradictoire. À l'étranger, les hommages furent nombreux. Les Américains saluèrent le dernier géant du cinéma européen. Les Russes parlèrent d'un poète du réel. En Italie, on rappela sa complicité avec les cinéastes de Fellini à Bertolucci. Tous voyaient en lui le symbole d'une époque révolue, celle où les acteurs vivaient leur rôle jusqu'à s'y brûler. Même ses détracteurs, ceux qui avaient critiqué ses excès, reconnurent que nul autre n'avait su habiter l'écran avec une telle intensité. Car Depardieu n'avait jamais été un acteur de composition. Il ne jouait pas, il existait. Ses films n'étaient là pas des fictions, mais des confessions, des fragments de vérité arrachés à la vie. Dans ses colères, on entendait l'enfant révolté de Châteauroux. Dans ses gestes tendres, le fils en manque d'amour. Dans ses silences, l'homme fatigué de se battre contre lui-même. Chaque rôle était une cicatrice nouvelle, chaque succès, une mue douloureuse. Ce qu'il laissa, ce ne fut pas seulement une filmographie immense, plus de 200 films, des chefs-d'œuvre et des errances. Ce qu'il laissa, c'est un souffle, une manière d'être au monde, de refuser les masques, d'assumer la contradiction. Il avait prouvé qu'un artiste pouvait être sublime et dérangeant, poète et vagabond, ange et animal, qu'on pouvait tout donner sans jamais s'excuser d'exister trop fort. Avec le temps, son image se transforma. On cessa de juger l'homme pour redécouvrir l'acteur, les jeunes générations, et qui ne l'avaient connu qu'à travers les polémiques, découvrirent tout son regard dans Le Dernier Métro, sa rage dans Danton, sa tendresse dans Jean de Florette. Et soudain, tout reparut évident. Derrière les excès, il y avait le cœur d'un géant blessé. Dans les écoles de cinéma, on enseignait désormais ces tirades comme on enseigne un poème. On rappelait à chaque élève que jouer c'est vivre, et que le cinéma n'est pas un exercice de style, mais une manière de respirer. Depardieu avait redonné à l'art du jeu sa dimension sacrée, presque mystique. Il avait rappelé qu'un acteur n'est pas un produit, mais un témoin du monde. Sa maison de Tournon devint un lieu de mémoire. Pas un musée officiel, mais un espace vivant. Quelques objets, des carnets, des photos, un chapeau, sur une table, un mot griffonné à la main. Être libre, ce n'est pas fuir. C'est oser aimer sans mesure. Cette phrase, simple et vertigineuse, résumait toute sa philosophie. Les années passèrent, on continua de le revoir à la télévision, de citer ses répliques, de débattre de ses contradictions. Mais peu à peu, la controverse s'effaça devant la légende. Comme Gabin avant lui, comme Brando, il devint intemporel. Certains acteurs brillent en un instant. Lui, il brûla pour l'éternité. Et peut-être est-ce cela, l'héritage de Gérard Depardieu, avoir rappelé qu'un artiste n'appartient pas seulement à son époque, mais à tous ceux qu'il bouleverse. Il avait incarné les failles et les forces de l'homme moderne. Sa tendresse, sa fureur, sa fin d'absolu. Il avait prouvé qu'on peut être imparfait et pourtant profondément vrai. Aujourd'hui encore, dans les salles obscures, lorsque s'élève sa voix grave, lorsqu'apparaît son regard d'enfant perdu derrière le colosse, on sent que quelque chose subsiste. Ce n'est plus un souvenir, c'est une présence.
Et l'on se prend à murmurer, à mi-voix, ces mots qu'il aurait sans doute aimés. Tant qu'il y aura des films, Gérard Depardieu ne sera jamais vraiment parti. Il ne reste plus que le silence, celui qu'il cherchait depuis toujours. Gérard Depardieu s'en est allé comme il a vécu, sans phare, sans artifice, avec la vérité d'un homme qui a trop aimé la vie pour la dompter. Derrière lui, il laisse des films, des mots, des gestes qui battent encore dans la mémoire collective. On se souviendra de sa voix, de son rire, de ses colères, de sa tendresse maladroite. Il fut tout à la fois roi et vagabond, colosse et enfant, poète et brute. Et peut-être est-ce là son plus grand rôle, celui d'avoir été jusqu'au bout un homme vivant. Dans les salles obscures, quand la lumière s'éteint et que sa silhouette apparaît à l'écran, on comprend que certains ne meurent jamais vraiment. Ils continuent de respirer dans nos émotions, dans chaque mot qu'ils ont laissé. Alors, à travers la poussière du temps et les reflets de l'écran, sa voix semble encore dire « Je ne suis pas parti, j'ai juste changé d'air,